Yarana à toutes et à tous. Alors, je me présente, Nathalie Novelli, je suis inspectrice de l'éducation en charge de l'information et de l'orientation et chef du département de l'orientation et de l'insertion professionnelle à la DG2E. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde dont la thématique est les études post-bac technologiques. Et pour cela, j'ai convié 4 témoins que je vais vous présenter. Alors, Lanae, qui est donc étudiante, Agnès, enseignante au lycée de Papara, Béatrice, enseignante au lycée Diadème, et Yvon, psychologue, professionnel de l'orientation au Centre d'information et d'orientation de Pirae. Alors, dans un tout premier temps, on va échanger sur comment on construit son projet d'orientation. Alors, Yvon, justement, comment les élèves sont amenés à construire leur projet d'orientation? Alors, c'est vrai que les élèves sont amenés à construire leur projet d'orientation dès le collège, dès leur entrée dans la classe de collège et tout au long du collège, avec des séances sur ce qu'on appelle le parcours à venir, qui leur permettent progressivement de découvrir à la fois la connaissance de soi, la connaissance des métiers, la connaissance des filières, et qui vont leur permettre justement de mieux se connaître pour arriver au palier d'orientation 3e, qui leur permettra de choisir s'ils veulent plus la voie professionnelle ou la voie générale. Ça continue encore quand on se retrouve au lycée général, toujours pareil, avec là un nouveau palier d'orientation en classe de seconde générale pour aller soit vers la voie technologique dont nous parlons aujourd'hui, soit vers la voie générale, et enfin pour arriver au moment du choix décisionnel, du post-baccalauréat que nous allons évoquer maintenant, avec une multitude de choix qui sont offerts aux élèves, quelles que soient les séries de baccalauréat qu'ils présentent. Les psychologues de l'orientation interviennent avec des permanences dans les établissements publics de la Polynésie, dans les collèges et dans les lycées publics. Il y a aussi un accueil qui est fait au centre d'information et d'orientation, avec ou sans rendez-vous, du lundi au jeudi. Pendant les permanences de vacances scolaires, nous sommes ouverts aussi. Et voilà un petit peu l'accompagnement qui peut se faire déjà sur le projet. Alors, si je comprends bien, dès la 6e, on réfléchit à son projet, à ses projets d'avenir, par le biais justement de séances, d'actions. Alors, tu emmènes quelques-unes, certainement, Yvan? Alors, on en a quelques-unes sur la découverte essentiellement des filières, là aussi un petit peu, des attendus, des difficultés dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que ça fait partie de nos missions, effectivement. Et puis, on travaille beaucoup en partenariat avec toutes les équipes pédagogiques, puisque dans chacune des matières, les enseignants maintenant travaillent sur le parcours à venir pour faire ça en commun dans l'ensemble des filières, et puis avec les professeurs principaux, où là aussi, on essaye de participer à un maximum de conseils de classe pour apporter un éclairage par rapport au choix des élèves. Alors, on va justement essayer de comprendre le parcours d'orientation de notre étudiante, Lanae. Alors, Lanae, comment s'est déroulé ton parcours d'orientation? Quels étaient tes projets? Premièrement, je voudrais dire que j'ai eu un parcours assez, on va dire, atypique, parce que j'ai toujours aimé donc, le milieu du commerce, le secteur de l'entrepreneuriat. Et dès le plus jeune âge, j'ai voulu construire mon entreprise et partir le plus rapidement possible de l'école afin de donc, concrétiser mon projet professionnel d'entrepreneur. Sauf qu'arrivé au collège, donc en 3e, j'ai pu participer à un forum d'orientation où j'ai pu m'orienter vers une voie professionnelle, du coup, et entrer en gestion-administration en seconde. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ça n'avait pas abouti à ce que j'espérais. Et mes attentes donc, étaient bien plus prononcées vers le secteur dans le marketing, dans tout ce qui est dans être cadre, on va dire, d'une entreprise. Et donc, la voie vers laquelle je m'étais tournée n'était pas du tout adaptée à mon projet professionnel. Et j'ai dû m'en rendre compte au milieu d'année, où j'ai pu du coup changer de filière. J'ai fait des stages d'immersion, des stages passerelles en STMG. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, dès lors, j'ai été intéressée par la prépa. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches personnelles. Je me suis dirigée vers des professeurs, des enseignants, des surveillants même parfois, pour leur demander leur avis.
Et du coup, ça m'a vraiment forgé dans mon choix et ça m'a beaucoup aidé en fait à m'orienter vers cette filière qui est vraiment très prisée, mais qui a l'air vraiment compliquée à poursuivre. Mais en tout cas, mon projet reste le même, donc en étant entrepreneur dans quelques années, j'espère. Et je souhaite donc après la prépa m'orienter vers une école de commerce. Merci Lanae. Donc on a compris un parcours qui s'est construit petit à petit grâce à des rencontres aussi, grâce aux professeurs que tu as pu rencontrer et puis à ce forum qui a un peu déclenché tes envies et ta motivation. Je te remercie. Alors, on a bien compris que le parcours, ça se construisait tout doucement. L'idée, c'est qu'on puisse avoir des expériences, vérifier vraiment si ce que l'on imaginait d'un métier ou d'une formation venait à nous plaire ou pas. Mais on va tout de même se poser la question, quoi faire après un bac technologique? Et c'est pour cette raison, Yvan, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les études possibles après un bac technologique? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que si on se met sur l'application Parcoursup ce matin, par exemple, pour regarder un petit peu quelles sont les formations possibles, quelle que soit l'origine du bac, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 13 000 formations dans le public et 4 000 dans le privé, ce qui veut dire 17 000 choix. Et il y a tout un panel de formations accessibles, bien sûr, aux élèves de bac technologique en fonction de leur spécialité. On va dire que préférentiellement, les élèves de bac technologique souvent s'orientent et choisissent des BTS, brevets de technicien supérieur, qui se font en 2 années, qui allient à la fois des cours pratiques concrets, de l'expérience, et puis des cours théoriques et des stages en entreprise, et qui permettent une insertion rapide professionnelle avec une qualification de technicien supérieur. On retrouve la même chose à l'université avec des diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques qui sont pareils en 2 années pour une insertion professionnelle. On a d'autres voies qui sont un petit peu plus nouvelles, avec les BUT, les bachelors universitaires de technologie, qui eux se font en 3 ans, qui augmentent donc un petit peu la qualification, les responsabilités sur le marché du travail et peuvent amener un salaire un petit peu plus conséquent, ce qui est toujours intéressant pour les élèves. Ensuite, on retrouve des élèves comme Lanae, pas assez, à notre goût, nous les psychologues de l'orientation, qui font le choix justement des classes préparatoires aux grandes écoles, parce que souvent, ils ne pensent pas que c'est pour eux, que c'est leur niveau, que c'est possible, etc. et tout, alors que ce sont des filières, effectivement, d'excellence, comme le choix qu'a fait Lanae, qui permettent, au bout de 2 ans, de tenter les grandes écoles, soit pour les séries STMG avec la classe prépa, économique, voie technologique, soit pour les TSI, avec des classes prépa aussi pour intégrer les très grandes écoles d'ingénieurs, les écoles militaires. On en a aussi pour les STL, des classes prépa, pour les STAV, donc on a tout un tas de choses comme ça. On retrouve aussi pas mal d'élèves de bac technologique qui s'orientent vers des licences. Et là maintenant, ce qui se passe, c'est soit ils peuvent intégrer directement une licence non sélective, soit l'université a mis en place ce qu'on appelle des PAREO, parcours adaptés. Si les acquis ne sont pas suffisants dans les matières générales, dans les méthodes de travail, on leur propose de faire la licence en 4 ans, en rajoutant une année, pour leur donner plus de chances de réaliser leur projet. À côté de ça, il y a tout un tas d'écoles spécialisées, je ne rentrerai pas dans le détail, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'hôtellerie, dans d'autres domaines aussi. La possibilité dans des écoles du social, du paramédical, là aussi des formations qui sont ouvertes à eux. Les écoles artistiques, voilà, tout un tas de domaines qui sont possibles. Merci Yvan. Alors Béatrice, à quoi ça sert de poursuivre ces études? C'est souvent les propos de nos élèves, et parfois même des parents. Alors comment on peut les convaincre de cet intérêt de poursuite? Alors, poursuivre ces études aujourd'hui, c'est encore plus qu'hier, hein, c'est essentiel parce que ça permet d'améliorer l'employabilité de l'élève de demain qui va vouloir s'insérer sur le marché du travail. Je dis aujourd'hui encore plus qu'hier avec le contexte économique actuel qui est quand même assez compliqué.
qui ne permet pas d'avoir une projection, on va dire, d'avenir avec sérénité, hein, parce que les élèves se cherchent, hein, mais surtout souhaiteraient avoir quelques certitudes hein, dans leur projection d'avenir. Donc ça permet évidemment hein, d'améliorer l'employabilité de ces élèves et d'arriver finalement avec un sac à dos déjà bien rempli de ce bagage d'études et donc de ces compétences qu'il va développer en poursuivant ses études. Et il faut le dire, hein, et les études l'ont démontré, que le diplôme reste un rempart contre le chômage et surtout permet de réduire la pauvreté. Donc il est essentiel que les élèves et les étudiants de demain qu'ils seront poursuivent leurs études pour diminuer finalement cette durée autour de laquelle voilà, ils vont rester au chômage. Et donc c'est hyper important également pour eux de pouvoir poursuivre et accumuler, on va dire, de l'expérience, des connaissances dans un bagage qui va être de plus en plus rempli au cours des années d'études supérieures. Merci Béatrice. Alors justement, pour compléter tes propos, Béatrice, Agnès, est-ce que tu peux nous dire quels sont les attendus dans Parcoursup justement par rapport à la classe prépa et puis quels conseils on pourrait apporter à nos élèves? L'un des points les plus importants pour réussir en classe préparatoire, c'est la motivation. Un élève, même s'il a un très bon niveau scolaire, s'il n'a pas envie, ça ne se passera pas forcément très bien. Donc le plus important, c'est la motivation. Ensuite, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils aient aussi un parcours équilibré. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'aient pas de points faibles, qu'ils travaillent toutes les matières. Puisqu'en fait, nous, ils vont continuer, ça reste une formation généraliste, donc on va continuer à avoir des matières technologiques, mais aussi de l'enseignement général. Il faut être prêt à fournir un travail relativement intense, il faut bien reconnaître. Les emplois du temps sont très chargés, je crois que l'ANAE ne me contredira pas. Le plus important, c'est d'avoir envie. Après, même avec... On n'attend pas des élèves qu'ils aient 18 de moyenne. On n'a pas que des mentions très bien, on a aussi des mentions passables, et ils peuvent s'en sortir tous aussi bien, parce qu'en fait, après une classe préparatoire, il y a des écoles de commerce, pour ce qui est de la classe préparatoire économique et commerciale, ou des écoles d'ingénieurs qui sont adaptées à chaque niveau d'élèves. En école d'ingénieurs, par exemple, il y a plus de 100 écoles d'ingénieurs. En commerce, il y en a un peu moins au niveau des concours, mais il y a aussi énormément d'écoles de commerce. Donc, il va y avoir une école qui va convenir à chaque élève, suivant son projet, s'il veut faire plus du marketing comme l'ANAE, ou s'il veut faire des ressources humaines. Il y a une école qui va correspondre à chacun. Donc, c'est ça qui est important. Merci, merci beaucoup. Alors, il y a aussi une autre réflexion qui nous est souvent rapportée, c'est que parfois, nous avons des élèves qui ont fait le choix à un moment d'une formation et puis, après avoir obtenu un diplôme, se disent « Non, j'ai envie d'autre chose, j'ai réfléchi, je veux travailler dans un autre domaine. » Alors, Yvan, comment les élèves peuvent justement faire pour changer de filière ou en tout cas, faut-il vraiment être à chaque fois lié à la première filière qu'on a pu suivre? Alors, on n'est pas forcément justement lié à la première filière qu'on a pu suivre. Mais par contre, une des choses que je dis en plaisantant un peu pour rebondir sur ce que disait Béatrice, quand je passe dans des séances d'information en bac STMG ou en bac STL sur le lycée de Papara, je dis que si vous avez un bac STL, mention très bien, ou un bac STMG, mention très bien, et que vous allez voir un patron et vous lui dites « ça y est, j'ai eu mon bac STMG, mention très bien », il vous serre la main, il vous dit « bravo, tu sais rien faire, reviens plus tard ». C'est-à-dire que le bac technologique n'est pas un bac à visée d'insertion professionnelle. Donc, soit on trouve effectivement une filière qui permet de s'intéresser, qui peut être en rapport avec la sienne ou autre. Comme je disais de la même manière, on a par exemple je donne un exemple, sur le lycée de Papara, là encore, un élève qui va du collège de Tevayuta, qui se retrouve sur le lycée de Papara en classe de seconde générale, et puis après la seconde générale, on lui dit c'est bien, tu as de bons résultats en sciences, tu peux aller vers un bac STL. Et dès la classe de troisième, il voulait faire le lycée hôtelier. Mais les parents trouvaient trop jeune, etc. C'était pas possible. OK, et il se retrouve avec ce bac STL. Et de toute manière, sa passion, c'est toujours de devenir grand chef cuisinier ou directeur d'un hôtel et tout. Eh bien, il existe une année de mise à niveau pour d'autres bacs, d'autres spécialités, pour se retourner vers de l'hôtellerie-restauration. On a des écoles dans le domaine artistique. Moi, j'ai beaucoup d'élèves polynésiens qui ont des talents artistiques et qui peuvent postuler grâce à leur talent, même s'ils viennent d'une série pas STD 2A comme le lycée de Rapoto, et intégrer des formations artistiques.
Ensuite, il y a aussi d'autres orientations qui peuvent se faire sur concours, justement, avec le dossier scolaire. Je viens de bac STMG, mais j'ai envie d'être infirmier, j'ai envie d'être assistant social, éducateur spécialisé. Si mon dossier est bon, ma motivation est bonne, l'entretien, je peux rentrer dans ces écoles, en 3 ans, aller vers ce secteur-là. Il y a la possibilité aussi de l'armée pour des écoles de sous-officiers, même si on n'est pas forcément, avec des formations, une 50aine de métiers en tant que sous-officier, les concours de la gendarmerie qui sont ouverts niveau bac, les concours de la police niveau bac. Donc il y a tout un tas de possibilités. Et un élève qui va trouver un choix de cœur, on sait que c'est un élève qui va se régaler, réussir et ensuite être heureux professionnellement. Alors, comme vient d'expliquer Yvan, on n'est pas obligé à chaque fois de poursuivre dans la filière où nous sommes engagés, parce qu'il y a des choix de cœur. Mais il y a aussi des élèves qui n'arrivent pas à passer le cap, qui se disent « non, je ne peux pas aller vers l'enseignement supérieur ». Donc, Yvan, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces élèves? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Il y a 2 cas d'élèves, comme tu dis, ceux qui n'arrivent pas à passer le cap, etc. et tout. Déjà, ça semble quasiment impossible de ne pas trouver des poursuites d'études qui correspondent à un élève qui arrive niveau bac, ou comme je disais, il y a plus de 18 000 formations, il y a plus de 3 000 métiers. Ils ont droit à 10 choix sur Parcoursup. Ce n'est pas possible de ne pas en trouver un ou deux qui va leur correspondre. Pour les accompagner dans ce sens, moi j'utilise pas mal aussi des tests de personnalité que j'essaye de faire passer, des tests de centre d'intérêt. On croise, tout en sachant que nous, notre profession, c'est essentiellement du conseil, mais que le choix revient à l'élève. Puisque ce que je dis, c'est son choix à lui qui est pertinent, et c'est lui qui se connaît le mieux. Et un élève qui fait un choix de cœur, qui est mûri, réfléchi, etc., et qui a en plus le soutien de la famille, normalement, c'est la réussite au bout. Je pense que parfois aussi, au sein du CIO ou même dans les établissements scolaires, vous êtes amené en tout cas à organiser des ateliers de bien-être. De remotivation aussi, oui. Bien sûr, dans les établissements aussi, oui, c'est vrai. Là, on va échanger sur une partie qui intéresse beaucoup les parents et les élèves, l'insertion professionnelle. Et nous avons aussi des élèves qui, parfois, nous disent « ben non, moi, je veux m'arrêter après mon bac technologique ». Alors, Béatrice, quel type d'emploi ils peuvent trouver, ces élèves ? Alors après un bac technologique, c'est un peu compliqué quand même de trouver un emploi. Il faut être réaliste. C'est accepter la précarité. Donc c'est accepter un statut de chômeur d'une longue durée même. Et c'est accepter donc de jongler sur des formes de contrats donc précaires qui ne vont pas permettre à cette personne de pouvoir envisager un avenir certain. Donc on reste quand même sur une situation assez compliquée pour l'élève. Et surtout sur des types d'emplois qui ne correspondent pas forcément à la filière empruntée d'origine, donc au baccalauréat, donc comme on l'expliquait juste avant, dont il est question. Donc au final, l'élève accepte d'être finalement dans cette situation assez compliquée pour lui. Et donc ne peut pas forcément accéder à des emplois qualifiés, il faut le dire. On est vraiment sur des types d'emplois de type employé, mais encore ça peut être ouvrier, parce qu'à un niveau bac, c'est donc accepter aussi tous ces sacrifices. Mais ce n'est pas bon. Improbable si on doit essayer de rajouter un peu de gaieté dans ce discours. À la marge, mais là on reste vraiment à la marge, il peut y avoir, justement grâce à une bonne motivation de l'élève, des cas où des personnes qui se sont insérées dans une entreprise avec un emploi de type niveau bac, mais encore aujourd'hui c'est compliqué. Donc de pouvoir accéder à des échelons supérieurs par des formations en interne et donc sur une année, on va dire sur un cumul d'années qui est quand même assez conséquent. Donc l'avenir c'est certain, ça va s'étaler sur plusieurs années, donc il pourra gravir avec une accumulation de formations dans le cadre de son statut dans l'entreprise, donc des compétences qui vont lui permettre de prétendre progressivement à des métiers un peu plus de métiers qui vont vous permettre d'avoir, on va dire, une technicité qui s'améliore et donc de prétendre à des emplois plus qualifiés. Mais néanmoins, ça reste compliqué parce que sans expérience, encore une fois, donc que l'élève peut avoir en poursuivant ses études, notamment dans le cas d'un diplôme de type BTS ou autre, ça reste difficile. Donc une insertion avec un baccalauréat,
Aujourd'hui, c'est très compliqué encore une fois. Alors, on a aussi des questions autour de la création d'entreprises. Alors, parfois, on entend quand tu auras ton bac, tu pourras avoir ton entreprise. Alors, Agnès, est-ce que tu penses qu'avec un bac technologique, on peut créer son entreprise? Je vais rebondir sur ce que vient de dire Béatrice. Tout de suite après le bac, ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'il va manquer des bases, peut-être des bases techniques suivant le type d'entreprise que l'on veut monter, peut-être des bases juridiques aussi. Les connaissances sur comment on gère un budget, comment on fait ces choses-là. Donc oui, c'est possible, hein, mais en fait, après une école de commerce ou après une école d'ingénieur, là, ça se fait fréquemment. Il faut le savoir, c'est les diplômés 2020, par exemple, il y a une enquête qui a été faite tous les ans, c'est entre 5 et 8% des diplômés qui créent leur entreprise directement après la sortie de l'école. Soit une école d'ingénieur, soit une école de commerce. C'est un peu plus fréquent d'ailleurs après une école de commerce. Et donc ça se fait, mais il faut avoir quand même un petit peu des bases, une certaine expérience, savoir peut-être aussi travailler dans une entreprise pour voir comment ça se passe, quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on est à la place d'un patron. Est-ce qu'on va travailler tout seul? Est-ce qu'on va travailler avec des collaborateurs, avec des ouvriers? C'est très vaste en fait. Merci Agnès. Donc là, on a abordé l'insertion professionnelle. On se rend compte qu'il faut tout de même poursuivre ses études, tout d'abord par un premier niveau, un bac plus 2. Et d'ailleurs, on va peut-être réexpliquer un petit peu les classes prépa et puis le but. Et le BTS, bien entendu, qui est très souvent connu, mais il y a d'autres formations qui permettent des poursuites d'études. Alors, je vais de nouveau solliciter Agnès. C'est quoi une classe prépa ? Alors, une classe préparatoire, c'est une formation en 2 ans qui se déroule généralement dans un lycée. Et l'objectif au bout de ces 2 ans, c'est d'intégrer, alors suivant l'origine des étudiants, soit une école de commerce, soit une école d'ingénieur dans laquelle on reste 3 ans. Et donc, le diplôme final, c'est un master, un bac plus 5. À l'issue de ça, on a un statut de cadre. C'est le cas, ça marche très bien. Sauf ceux qui ont envie de faire un petit peu autre chose, qui décident de changer de voie, parce que ça se produit aussi après une école de commerce ou une école d'ingénieur. Voilà, les élèves deviennent cadres. Il faut savoir qu'actuellement, et ce malgré la crise, il n'y a pour le moment pas trop de problèmes d'embauche. Il y a quand même eu une baisse, on le voit entre les diplômés 2019 et les diplômés 2020, mais on reste très au-delà des 80% qui décrochent un travail en moins de 6 mois après leur diplôme, et dans 80% des cas, c'est en CDI. Merci Agnès. Donc, ça rejoint un peu les propos de Béatrice tout à l'heure qui précisait sortir tout de suite après un bac technologique, trouver un emploi, c'est compliqué. Le niveau de qualification peut être aussi complexe en termes d'insertion professionnelle et qu'on observe bien que dès lors qu'on poursuit ses études, on peut accéder à des postes de cadre et de cadre supérieur avec, bien entendu, un salaire qui s'accompagne et des responsabilités. Il ne faut pas oublier qu'on a également les responsabilités. Alors, quel conseil on pourrait donner à un élève là, qui est face à Parcoursup et qui n'arrive pas à passer le cap de la saisie des vœux dans cette application? Alors, on va poser la question à Yvan. L'élève qui n'arrive pas à passer le cap de la saisie des vœux, c'est peut-être parce que justement il y a tellement de choix que c'est difficile d'un coup de se projeter. Souvent les élèves, quand ils sont en terminale, moi ce que je constate, c'est qu'ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Et donc on peut déjà éliminer tout un tas de domaines professionnels, etc. et tout. Et ensuite, par rapport au panel des formations et des domaines professionnels qui restent, l'intérêt, c'est de les faire un peu lister tous les secteurs où ils se disent « Tiens, pourquoi pas? Je ne sais pas, je ne connais pas, mais j'aimerais bien voir. » Pour avoir de la curiosité, d'aller voir un petit peu plus de choses. Donc, après, on peut les renvoyer sur des sites, sur des guides que produisent le CIO, que produit l'ONICEP aussi dans les domaines professionnels, avec des témoignages de métiers dans différents domaines de formation, etc. Parce que c'est vrai que même nous ne connaissons pas les 3000 métiers par cœur, mais on sait où trouver l'information et la leur transmettre. Donc je dirais c'est ça, c'est avoir de la curiosité et s'ouvrir les possibles et surtout pas limiter ses ambitions.
Et donc faire au contraire le maximum de vœux possibles de choix de cœur. Et ensuite, quand tu auras les réponses, eh bien, il y aura certainement plusieurs réponses positives. Et là, ils auront listé par ordre de préférence ce qu'ils préfèrent. Et ils vont se retrouver normalement dans quelque chose qu'ils ont choisi et voulu. Alors Agnès souhaite apporter un complément. Oui, je voudrais aussi signaler qu'ils ont la possibilité de venir faire des immersions. Il y a plusieurs formations post-baccalauréat qui leur permettent de venir assister à une demi-journée, à une journée de cours pour voir est-ce que ça correspond à ce qu'ils ont envie ou pas. C'est ce qu'on appelle l'orientation active. Certainement, vous avez dû déjà entendre cette thématique, l'orientation active. Eh bien, l'orientation active, c'est ce que vient d'expliquer Agnès. Merci Agnès. Alors, quels conseils on pourrait donner là, les quelques minutes qui nous restent à nos élèves qui aujourd'hui peut-être ont besoin qu'on les conseille parce qu'ils sont devant l'application et il est certain que ce n'est pas aisé d'être devant cette application Parcoursup. Alors peut-être Béatrice ? Je dirais qu'il faut qu'ils soient acteurs de leur projet d'orientation scolaire, de leur projet professionnel. C'est-à-dire qu'il y a cette attitude aussi qui reste passive où toutes les institutions amènent l'information auprès des élèves. Donc c'est forcément une démarche qui est ancrée dans nos domaines et qui est dans tous les cas nécessaire. Mais il y a aussi l'autre côté, l'autre côté de la facette où on a l'élève qui attend que l'information descende et qui n'est pas forcément acteur de cette information. Donc je pense que le rôle de l'élève ici est important, d'aller vers cette information plutôt qu'attendre que l'information lui parvienne et reste sur cette information et se pose la question de qu'est-ce que je fais ensuite. À un moment donné, comme l'a souligné Yvan, donc c'est d'être un acteur de cet avenir, donc de son avenir, en allant chercher, en décelant ses qualités, ses affinités en fonction des filières. Et aussitôt, faire preuve de beaucoup de curiosité en allant vers l'information, oser passer le cap de la curiosité et aussi peut-être cette curiosité à pousser un peu plus loin en allant à la rencontre des professionnels donc, du marché, donc de l'environnement dans lequel ils aimeraient bien se développer. Et donc aller chercher cette information pour donner un sens supplémentaire à cette information, à cette donnée. Donc donner du sens en allant chercher l'information auprès des professionnels du secteur. Ça peut être également un complément d'information, un complément, on va dire, d'information pour l'aider à mieux améliorer on va dire, ce qui l'empêcherait finalement de cliquer et d'aller sur la plateforme Parcoursup. Agnès va peut-être nous donner quelques conseils. Allez voir vos professeurs qui pourraient vous orienter vers les professeurs spécialisés de la filière pour discuter. Surtout, si vous avez l'occasion, allez rencontrer des étudiants qui sont dans cette filière ou qui ont été dans cette filière, parce que finalement, parole de professeur, c'est toujours tout beau. Voilà. Les étudiants, surtout quand on arrive à les rencontrer en tête-à-tête, ils vont vous dire la vérité. Voilà. Est-ce que ça leur plaît, est-ce que ça leur plaît pas ? Il y a forcément des choses qui leur plaisent plus que d'autres. Voilà. Aller à la rencontre et puis éventuellement des professionnels. Souvent, dans leur entourage, ils ont des gens qui peuvent rencontrer, qui sauront les aider, leur donner des conseils. D'accord. Merci Agnès. Le dernier mot pour la fin, Lanae. Quel conseil tu pourrais apporter à tes camarades, alors peut-être même en termes de choix de poursuite d'études, parce que là, tu as un parcours qui est bien particulier et qui fait que aujourd'hui, tu sais ce que tu veux et là où tu veux aller, en tout cas par la suite. Alors, pour tous les élèves qui nous regardent, je vous encourage déjà à poursuivre vos études. Et il est important, donc, comme il a été dit juste avant, d'aller vers des professionnels, d'aller vers des élèves, vers le psy de votre établissement pour vous aider dans votre orientation. Et surtout, les décisions que vous prendrez donc, dans les 5 prochains mois ou peut-être 6 mois à venir, elles vont peut-être forger donc, les 5 prochaines années ou même votre vie future. Donc, il ne faut vraiment pas attendre, il faut vous renseigner, il faut aller vers les personnes qui pourront vous aider à choisir, mais ne pas oublier justement que vous seul pouvez choisir ce qui est bon pour vous et vous devez vous fier à votre instinct, à ce que vous voulez et ne pas écouter automatiquement tout ce qu'on vous raconte. Donc, et pour les parents, j'aimerais leur faire passer le message, laissez vos enfants choisir ce qui leur plaît.
Ne les obligez pas à poursuivre la filière que vous avez envie qu'ils poursuivent et laissez-les donc choisir pour les études. C'est quand même quelque chose d'important dans la vie. C'est quelque chose qui va vous forger, qui peut modifier toute leur vie. Et du coup, il est important qu'ils fassent quelque chose qui leur plaise, quelque chose qui va leur servir et dont ils ne vont pas se lasser au bout de quelques années. Parce que c'est quand même très important d'avoir le soutien de ses parents, donc de les avoir derrière soi et d'être encouragé par eux, parce que c'est quand même des personnes donc, qui comptent énormément pour un étudiant et pour une personne aussi jeune. Et même si vous n'avez pas fait le bon choix, donc réorientez-vous, n'ayez pas peur, allez à la rencontre des professeurs, de toutes les personnes qui vous pensez qui pouvaient vous aider en fait dans votre projet. Et voilà, prenez de bonnes décisions et n'hésitez pas donc à poser des questions. Merci Lanae. Alors Lanae, elle a vraiment tout synthétisé notre table ronde. La motivation, ne pas avoir peur, se laisser du temps aussi. Et puis, il y a d'autres points qu'on aurait pu aborder, mais voilà, la table ronde va se terminer. En revanche, on peut travailler la mobilité, l'internat. Et donc, ce sont des notions aussi très importantes parce que parfois, on se dit ben non, je ne vais pas pouvoir poursuivre ces études parce que c'est à l'autre bout de l'île. Et ben, à l'autre bout de l'île, ce n'est pas grave. Il y a un internat, on peut vous aider. N'hésitez pas à revenir vers les professeurs, les chefs d'établissement et puis les étudiants que vous rencontrez très certainement dans vos lycées et le centre d'information et d'orientation. Alors, je tenais vraiment à vous remercier pour cet échange très riche. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et en tout cas, faites un choix qui soit lié à ce que vous avez envie et comment vous voyez plus tard. Bonne continuation. Et Madame la Ministre, Monsieur le Directeur Général de la DG2E se joignent à moi pour vous souhaiter pleine réussite dans vos projets et surtout par rapport à certains diplômes que vous allez passer. À très bientôt, Nana.